Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 10e épisode du dossier du cerveau. 10e épisode qui est assez important puisque je vais un peu modifier la manière dont je vais faire dont je fais la formule du dossier du cerveau, mais je vous explique tout ça en fin de vidéo. Du coup aujourd'hui au programme, je vais vous parler de la fiabilité des neurosciences. Dit autrement, je vais essayer de voir si tout ce que je vous dis dans cette série, est-ce que c'est fiable ou pas. C'est, je pense, quelque chose de très important à faire, tout simplement parce que quand on écoute les gens, certains scientifiques, et pourquoi pas des fois moi, on a tendance à dire que les neurosciences sont quelque chose de fiable et qu'il faut être attentif à ce qu'elles nous disent. L'idée est relativement simple, on étudie le cerveau qui est à la base de nos cognitions, de nos comportements, de nos pensées, donc c'est quelque chose de fiable on n'est pas biaisé. Mais est-ce que c'est réellement aussi fiable que ça ? Je vais vous poser justement la question, et on va voir finalement, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est de la fiabilité des neurosciences. Les neurosciences sont une science qui a principalement émergé dans les années 1970-1980, suite à l'explosion de l'imagerie cérébrale avec notamment l'IRMF. L'imagerie cérébrale est un ensemble d'outils extrêmement puissants qui nous permettent à la base d'explorer les quatre coins de notre corps, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est notre cerveau, et ça le permet d'explorer notre cerveau, et notamment, et ça c'est super intéressant, de l'explorer quand il est en train de fonctionner. C'est ultra intéressant et ultra cool même de pouvoir le faire. De cette manière, on peut comprendre notre cognition, notre comportement, nos pensées, et ça permet, au-delà de ça, de voir qu'est-ce qui dysfonctionne chez des patients qui ont donc des problèmes, des troubles neurologiques. Mais ça, c'est vraiment sur le papier, parce que dans la réalité, c'est peut-être pas si fiable que ça, et on devrait peut-être pas, finalement, croire les neuroscientifiques. Une étude en neurosciences, c'est quelque chose de relativement simple, par exemple, avec l'IRMF, vous mettez beaucoup de participants dans un IRM, vous leur faites faire une tâche sur ordinateur, puis vous enregistrez ce qui se passe dans leur cerveau. C'est tout simple, vraiment. Mais du coup, c'est vraiment comme une étude classique, C'est juste que la mesure, au lieu d'être par exemple simplement un temps de réaction, ce genre de choses, vous avez en plus du temps de réaction de l'activité cérébrale. Donc si c'est la même chose entre les neurosciences et les sciences cognitives, nécessairement les études en neurosciences doivent suivre les mêmes contraintes que sont la validité, la fiabilité, la puissance statistique, etc., etc., mais ces trois-là sont les plus importantes. Si vous ne le savez pas, la validité fait référence au fait que ce qu'on mesure, c'est bien en réalité ce qu'on souhaite mesurer. Par exemple, si je souhaite mesurer le QI, mais que mon échelle ou ma mesure en réalité, l'empan de mémoire, on va dire que cette mesure-là n'est pas valide, parce qu'en réalité, elle ne mesure pas le QI. Pour la fiabilité, ça fait référence au fait que la mesure est fiable dans le temps et ne va donc pas trop varier. On a toujours de la variabilité, parce que, par exemple, l'empan de mémoire ou le QI n'est peut-être pas le même le matin ou le soir, mais globalement, il n'y a pas trop de variations, Et enfin, la puissance statistique, c'est la probabilité de trouver un effet si cet effet existe réellement. Si par exemple j'ai une étude qui souhaite montrer un effet de l'âge sur les capacités mnésiques des individus, il va falloir que j'ai une puissance statistique qui soit suffisamment élevée pour montrer que cet effet existe. Et cette puissance statistique, elle va notamment dépendre du nombre de participants. Plus j'ai de participants dans mon étude, et plus la puissance statistique de mon étude est élevée, et donc plus j'ai une forte probabilité de trouver un effet si cet effet existe. J'espère que je vous ai pas perdu. Mais du coup, les neurosciences doivent nécessairement remplir ces prérequis que sont la validité, la fiabilité, la puissance statistique, entre autres. Et c'est là où on peut avoir un petit problème. En fait, on a différentes problématiques en neurosciences qui vont nous empêcher de répondre totalement à ces critères-là. Un premier type de problématique, ce sont des problématiques de méthodologie. Un premier problème méthodologique, c'est le nombre de participants. En effet, dans la plupart des études en neurosciences, on n'a malheureusement pas beaucoup de participants, ce qui est un problème du coup en termes de puissance statistique.
Et oui, peu de participants peut nous amener à observer un effet même si en réalité cet effet n'existe pas, et à l'inverse, à ne pas trouver un effet alors que cet effet existe réellement. Un deuxième problème méthodologique en neurosciences, c'est l'aspect computationnel. L'aspect computationnel fait référence à la puissance de calcul, aux ordinateurs, à ce genre de choses. Et en fait, tout ça est lié au fait que les techniques d'imagerie cérébrale ne sont pas fiables à 100%. C'est notamment lié à ce qu'on appelle le bruit, et donc tout ça, ce bruit-là, il va falloir le corriger. Alors quand ici je parle de bruit, je ne fais pas du tout référence à l'acoustique, mais je fais plutôt référence au fait que, on peut avoir des choses qui vont venir brouiller le signal, et donc on a un signal qui ne va pas être parfait. Donc il faut corriger ce bruit-là, et ça passe par des algorithmes. Ces algorithmes-là sont très fiables, parce qu'ils corrigent bien ce qu'il faut corriger, mais il faut une puissance de calcul, donc des ordinateurs qui soient puissants pour les faire tourner. Du coup, vous vous en doutez peut-être, on n'a pas tout le temps accès à cette puissance de calcul-là pour faire tourner correctement nos ordinateurs, et donc corriger, affiner, si je peux dire, le signal de l'imagerie cérébrale qu'on a obtenu. Ces deux problèmes-là, donc le nombre de participants et les problèmes computationnels, sont liés au fait notamment que ce type d'étude-là coûte vraiment très très cher. Et donc, nécessairement, on va avoir peu de participants parce qu'on va pas pouvoir utiliser beaucoup de fois une imagerie cérébrale. Et en termes de puissance de calcul, il faut qu'on ait accès à des ordinateurs suffisamment puissants, donc ça requiert des moyens, donc voilà. Bon, après, attention, je ne dis pas que toutes les études en neurosciences sont pas fiables de ce point de vue-là, mais force est de constater qu'il y en a quand même pas mal qui ne sont pas fiables, en tout cas sur ces deux aspects-là. Le second type de problème en neurosciences, ce sont des problèmes d'ordre biologique. Quand je fais référence ici à des problèmes d'ordre biologique, je fais juste référence à notre corps, à notre cerveau. Je pense que je ne vous l'apprends pas, mais on a tous un corps différent, et je vous l'apprends pas, j'avais prévenu. Et donc nécessairement, on a par exemple tous une taille de cerveau différente, un système vasculaire différent, ce genre de choses. Donc ces différences interindividuelles, elles peuvent provoquer du bruit dans les mesures. Et ça, il faut réussir à le contrôler, et c'est pas évident. En plus de ça, ces variables interindividuelles peuvent venir dépendre de facteurs qu'on étudie directement. Par exemple, ça va être l'âge ou le sexe. Par exemple, si on souhaite étudier un effet de l'âge sur quelque chose, on va donc comparer des populations, un groupe de personnes âgées et un groupe de personnes plutôt jeunes. Le souci, c'est que, ne serait-ce que sur une variable de vascularité, on observe une plus grande variabilité dans le système cardiovasculaire chez les personnes âgées en comparaison des personnes jeunes. Ce qui vient donc rajouter du bruit dans les mesures et surtout dans les modèles statistiques pour montrer si on a bien une différence ou pas entre les deux. On peut avoir aussi d'autres facteurs comme le mouvement de la tête par exemple, et ça, par exemple, on sait que les hommes, par exemple, bougent plus la tête dans l'IRM que les femmes, et on sait aussi que les personnes âgées vont plus bouger la tête que les personnes jeunes. Et évidemment, c'est notamment un gros problème quand on compare des populations entre elles, typiquement des jeunes et des personnes âgées. Et enfin, un dernier problème en neurosciences, parmi tous les problèmes, c'est en lien avec la population qui est étudiée. Quand je parle ici de population étudiée, je fais référence au fait que les participants des études viennent d'une population particulière et pas de toute la population mondiale. En fait, la population étudiée en neurosciences, elle est dite weird. Alors, weird ne veut pas dire bizarre ici, parce que, oui, weird veut dire bizarre en anglais, mais ici c'est un acronyme. WEIRD est l'acronyme de Western Educated, Industrialized, Rich and Democratic. En bon français, ça veut simplement dire que les populations étudiées en neurosciences viennent de pays de l'Ouest, donc occidentaux, qui sont donc des pays industrialisés, éduqués, riches et démocratiques. Globalement, ça représente donc l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest. Donc grosso modo, ça représente à peu près 15% de la population mondiale. Ce qui n'est pas beaucoup, mais bon, à la limite c'est pas très grave. Le truc, c'est que cette population weird, elle correspond à 90% des études. Et là c'est beaucoup, et on voit surtout la grosse différence entre le 15 et le 90%. Et ça, c'est un énorme problème, parce qu'on a tendance à généraliser les résultats qu'on observe en imagerie cérébrale, sauf que du coup, en fait, on peut pas le faire. On voit bien qu'on peut pas généraliser ces résultats à l'ensemble de la population. Et autre problème, c'est surtout ça qui est important,
c'est qu'on observe des différences sur plein d'aspects cognitifs ou perceptifs entre des populations weird et des populations non weird. Et ça, c'est vraiment important parce que ça montre qu'on ne peut juste absolument pas généraliser ce qu'on observe, donc avec notre population weird, eh bien au reste du monde. Alors, c'est un problème qui tend légèrement à diminuer parce qu'on a par exemple l'émergence de l'Asie ou du Brésil dans le monde de la recherche, et notamment donc dans le monde de la recherche, j'ai envie de dire, de l'imagerie cérébrale, mais clairement ça résout quand même pas les problèmes, quoi. Donc ouais, le tableau global n'est pas très réjouissant. Et le problème principal, c'est l'argent. Les neurosciences sont une science qui coûte vraiment beaucoup d'argent, car il faut notamment de l'argent pour déjà acheter le matériel et également l'utiliser. Il faut également de l'argent pour former les médecins, les ingénieurs, les scientifiques, pour bien utiliser ces techniques-là, et tout ça, ça coûte vraiment beaucoup d'argent. Et même pour une population riche comme la nôtre, eh bien, ça coûte vraiment beaucoup d'argent, et les financements sont peu nombreux pour ce type d'études-là. Bon, ok, en France, on a peut-être encore plus un problème que dans d'autres pays riches, mais ça, c'est pas juste un problème en lien avec les neurosciences, c'est juste un problème de recherche tout court. On pourrait être tenté de faire un parallèle entre les neurosciences d'aujourd'hui et la génétique d'il y a une dizaine d'années. Il y a une dizaine d'années, en génétique, on avait à peu de choses près les mêmes problèmes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire que ça coûtait ultra cher, et puis on avait peu de participants. Donc typiquement, les neurosciences d'aujourd'hui, quoi. Et puis, ils se sont dit, tiens, on va faire des gros projets, des études géantes avec des milliers de participants, et comme ça, on va amasser énormément de données et qu'on va pouvoir utiliser pendant des années. Ça a plutôt bien fonctionné, parce qu'aujourd'hui, la génétique est beaucoup plus fiable qu'il y a une dizaine d'années. Et ça tombe bien, parce qu'en neurosciences, on commence à emboîter le pas, si je peux dire, à la génétique, avec des gros projets. On a par exemple Enigma, l'INDI, le Human Brain Connectome, je crois. Le Human Connectome Project, on a le Blue Brain Project, pourquoi pas aussi le Human Brain Project, pourquoi pas aussi, il peut rentrer là-dedans. Et je vous mets, si jamais, des liens en description si vous êtes intéressé de regarder ce que sont ces projets et ce qu'ils sont censés, en tout cas, ou ce qu'on espère qu'ils vont nous apporter. Mais ça ne résout pas totalement nos problèmes, et notamment pour tout ce qui est population weird. Oui, les projets sont faits en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest, donc voilà. Une solution totalement envisageable pour résoudre, au moins partiellement en tout cas, ce problème de population weird, ça serait de totalement démocratiser l'imagerie cérébrale, beaucoup plus que ce qu'elle n'est aujourd'hui. Et souci, l'IRMF, on peut pas la déplacer comme ça, et pareil pour plein d'autres techniques d'imagerie cérébrale. Enfin, pas tout à fait. En fait, on a potentiellement une piste pour résoudre, au moins partiellement, ce problème de coût et de transportabilité avec ce qu'on appelle la NIRS. La NIRS, c'est une technique d'imagerie cérébrale, ou pas que, mais en tout cas qui est utilisée chez nous pour ça, qui est la spectroscopie dans l'infrarouge. Le principe de la NIRS est relativement simple. En fait, dans le sang, on a des molécules qui sont particulières qui servent à transporter l'oxygène, c'est l'hémoglobine. Et en fait, cette hémoglobine, elle a une particularité assez simple, quand elle est chargée d'oxygène, eh bien, elle va absorber la lumière, notamment tout ce qui est infrarouge. Donc, dans notre cerveau, quand une région est activée, eh bien, elle va avoir besoin d'oxygène pour fonctionner. Donc, on va avoir dans cette région-là un afflux de sang chargé d'hémoglobine oxygénée. Et ça, eh bien, on est capable de le détecter grâce à la NIRS. Le souci avec la NIRS, c'est qu'elle se limite juste au cortex, et elle ne va pas rentrer en profondeur. En gros, l'idée, c'est que la lumière qu'on va émettre, eh bien, elle ne rentre pas en profondeur dans notre cerveau, elle se limite juste à l'écorce de notre cerveau, qui est donc le cortex. Et donc, on ne peut pas étudier les structures profondes de notre cerveau, ce qui est dommage, vraiment. Et à ma connaissance, c'est vraiment limité à ma connaissance du coup, il n'y a pas de NIRS profonde qui est développée ou qui est en développement. C'est assez dommage nécessairement. Donc voilà, le tableau complet, c'est que il faut faire attention à tout ce qu'on nous dit, il faut garder un esprit critique, notamment quand on nous parle de neurosciences et des études, parce que souvent il n'y a pas beaucoup de participants, et puis d'un point de vue computationnel, c'est pas très puissant. Donc voilà, il faut bien garder en esprit, justement toutes ces limitations-là, et donc se dire, ok, doucement, on va regarder un peu si c'est relativement fiable.
Faut notamment regarder le nombre de participants, c'est vraiment un très bon indicateur. Et en gros, plus il y a de participants et mieux c'est, il n'y a pas de seuil à partir duquel on peut dire que c'est très bien. On peut peut-être se dire qu'à partir de 40-50 participants, on va dire que ça commence à être pas mal, même si l'idéal, ça serait qu'on en ait une centaine à chaque fois. En début de vidéo, je vous avais dit que je reviendrai en fin de vidéo, donc maintenant du coup, sur le futur, si je peux dire, de la série du dossier du cerveau. Comme j'ai dit, donc la structure va un peu changer, donc je vous explique tout ça maintenant. Du coup, ce qui va se passer, c'est que toutes les 10 vidéos, donc, comme aujourd'hui, eh bien, je vais vous parler non pas de cerveau, mais de la discipline des neurosciences. Alors, je vous rassure, l'objectif, c'est pas de critiquer les neurosciences, comme je l'ai fait un peu aujourd'hui, on va dire, mais c'est juste de parler de la discipline, quoi. Donc je pourrais être amené à discuter par exemple de l'avenir des neurosciences, des enjeux des études qui sont faites là-dedans, de l'aspect éthique, ce genre de choses. Et donc la prochaine fois qu'on aura un numéro, si je peux dire, d'une dizaine, le numéro d'épisode 20, 30, 40, 50, etc., etc., eh bien j'aborderai ces sujets-là. Et donc, entre chaque épisode, on se retrouve avec 9 vidéos, oui, je sais bien compter, je vous rassure. Et donc, dans ces 9 vidéos-là, à chaque fois, je vais vous parler d'une thématique particulière. Je pense que de cette manière, ça va permettre de mieux structurer un peu la série, parce que là, ça commençait à être un peu n'importe quoi, on parlait vraiment de tout et n'importe quoi à la suite, ça n'avait pas trop de logique. Et donc, j'essaye de ramener cette logique via une certaine structure, organisation. J'espère que ce type d'organisation-là vous plaît. Bon, j'ai envie de dire que c'est comme ça et point barre. Et du coup, à chaque épisode dizaine, je vais vous dire en fin de vidéo quelle sera la thématique qui sera partagée par les 9 prochains épisodes de la série. Et donc, du coup, c'est maintenant que je vais vous dire quelle sera la thématique partagée par les 9 prochaines vidéos. On va parler des structures de notre cerveau. Oui, c'est pas trop tôt que je vous en parle, voilà. J'ai pris un peu mon temps, je l'avoue. Donc voilà, j'espère que déjà la vidéo vous plaît, vous a plu du coup. Aussi que l'annonce sur le dossier du cerveau vous plaît également. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, lâcher les pouces bleus, s'abonner, bref. Vous connaissez vraiment la chanson à force. Portez-vous bien, voilà, parce que vu la période il faut. Et puis du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.